Mesdames et messieurs, bonsoir. Au nom du président Philippe Joc, je vous souhaite la bienvenue dans votre chambre consulaire, chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, pour cette réunion d'information qui est consacrée à l'intelligence artificielle et son utilisation dans et par les entreprises. Conférence qui est une composante du cycle de rencontres dédiées aux dirigeants que nous, Chambre de commerce, nous organisons dans le cadre du partenariat mis en place depuis 2010 avec HEC. Sollicité par la préfecture, la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique a mis en place le CESA, dirigeant HEC, grâce au concours financier de l'Europe, de l'État et du Conseil régional. Aujourd'hui, CTM. Donc nous remercions l'État et la CTM pour ce concours. Cette formation-action, est une opportunité pour nos chefs d'entreprise pour prendre du recul, se faire challenger, coacher, mais également pour faciliter et accélérer les mutations et changements nécessaires à la pérennisation de leurs entreprises. Aujourd'hui, le CESA HEC, en quelques chiffres, c'est 7 promotions, soit près de 82 entreprises et un peu plus de 400 autres qui ont bénéficié de recommandations des intervenants experts au travers de conférences comme celle-ci. Aujourd'hui, le thème qui vous sera présenté est un thème vraiment fascinant. Un thème qui semble directement sorti des studios hollywoodiens d'un film sorti de science-fiction, mais qui pourtant est en train d'entrer dans notre quotidien, l'intelligence artificielle. À l'heure où on en entend parler de machine learning, de deep learning, de réseaux de neurones artificiels, mais également de grandes entreprises qui déclarent investir sur le sujet, comme Facebook, je n'ai pas osé dire like Facebook, vous voyez le jeu de mots. Il est important de comprendre que c'est l'intelligence artificielle qui en est de son application en stratégie pour les entreprises. Il convient par ailleurs d'accompagner les acteurs de la filière numérique pour qu'ils puissent s'inscrire dans cette dynamique. Avec nous, pour développer cette thématique, j'ai l'honneur de vous présenter François Casal, c'est lui, professeur affilié HEC Paris. Il a travaillé dans plusieurs grands groupes, notamment dans le monde de la grande consommation, et son livre Stratégie digitale a été la meilleure vente sur Amazon sur la catégorie des PME. Par ailleurs, il connaît bien les problématiques insulaires, car il travaille régulièrement avec la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, mais aussi, et bien évidemment, la Martinique. Je ne serai pas plus long, je vous remercie et je lui passe tout de suite la parole. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus à cette conférence. Alors ce que je vous propose, c'est de procéder d'abord avec le minimum de courtoisie en vous disant quelques mots sur qui je suis. Et ensuite, je vous dirai comment j'ai structuré cette intervention qui va comprendre une partie où je vais vous présenter un certain nombre de choses et une partie aussi où vous pourrez, si vous le souhaitez, me poser des questions et je serai ravi d'essayer d'y répondre. Alors, j'ai eu une activité assez multiple puisque, au-delà de mes activités de professeur à HEC, d'enseignant donc, je suis également praticien de ce que j'enseigne et donc j'ai professionnellement 3 grandes spécialités qui sont la stratégie d'entreprise, donc j'enseigne sur ces sujets et je suis fondateur, propriétaire, dirigeant d'un cabinet de conseil parisien qui va fêter ses 20 ans cette année. Le deuxième thème, c'est effectivement les technologies numériques qui ont un impact direct, et on y reviendra, sur les transformations des organisations. Et quand je parle d'organisation, c'est évidemment les entreprises, mais également des organisations d'autres natures, publiques par exemple. Et le troisième thème, et c'est sur ce thème-là que j'aimerais vraiment vous proposer quelques idées et quelques concepts, qui est le thème de l'intelligence artificielle,
appliquées au management et à la direction des organisations. Alors, au-delà de ces activités d'enseignement et de conseil, comme vous l'avez souligné, Président, à la fois en France, dans le monde et avec une grosse activité ultramarine, je suis amené à être auteur ou co-auteur d'un certain nombre d'ouvrages. J'ai mis quelques couvertures au tableau. Et puis j'ai une dernière activité qui est de plus en plus chronophage, mais dans lequel je souhaite m'investir. Donc je suis officier de gendarmerie de réserve, attaché au cabinet du directeur général de la gendarmerie, sur des sujets liés à la cybersécurité et au cyberterrorisme. Et peut-être je l'évoquerai rapidement, l'intelligence artificielle, ça s'applique au développement des organisations, mais aussi à la protection de celles-ci. Et je vous en donnerai quelques mots. Alors, je ne sais pas quelles sont vos affinités numériques, mais j'ai eu un rêve que peut-être on pourrait live-tweeter. Ça signifie, pour ceux qui ont un compte Twitter, prendre des tweets et commenter certains moments de la conférence. Donc j'ai indiqué pour les fanatiques geeks les différents noms Twitter des intervenants. Donc sur Twitter, je suis @fcasals. L'organisateur est évidemment la CCI Martinique. Et HEC Paris, c'est @HEC Paris. Et j'ai créé un hashtag. Et en l'écrivant, il m'a fait rire, puisque c'est intelligence artificielle IA Martinique, mais aussi je suis Martinique. Donc peut-être on l'utilisera au-delà de cette conférence. Voilà, donc je vous laisse 2 secondes pour les rares, j'imagine, pour noter ces éléments. Alors, j'ai choisi de structurer ma présentation assez classiquement pour un professeur en 3 parties. Une première partie, ça va être plutôt une partie de définition du contexte, des enjeux, aussi quelques éléments de sémantique sur l'origine et l'impact, l'ampleur et les conséquences de la transformation d'un monde dans lequel la donnée est en train de prendre une importance absolument capitale. Alors ça, c'est la partie de la conférence peut-être la plus conférencière, au sens, bon, je vous donnerai quelques statistiques, quelques éléments d'explication. Alors j'ai fait un choix que je vais assumer ce soir, c'est d'essayer, au-delà de vous expliquer de manière très théorique ce que c'est que l'intelligence artificielle, d'essayer de vous montrer, par des exemples extrêmement simples, comment ça fonctionne. Parce que comme vous le notiez, Président, on a une image très science-fiction de ce sujet-là, avec effectivement un certain nombre de films ou de romans mythiques, Terminator, Minority Report et d'autres. Et j'aimerais vous montrer quand même qu'on est très, très, très loin de ça, mais qu'en revanche, on a des applications évidentes et immédiates pour des organisations de toute taille. Et ce que je vais essayer de vous expliquer, parce que je suis conscient du territoire dans lequel je suis aujourd'hui, c'est que je pense qu'il y a un champ d'opportunité évident pour des entreprises antillaises, martiniquaises, non seulement les plus grands groupes, mais aussi des entreprises plus modestes. Et je finirai en dressant, avec un certain manque de modestie, quelques idées et quelques perspectives sur ce sujet-là. Voilà la structure. Alors un dernier point, cette intervention, peut-être vous l'avez vue, est filmée. Le but est que, si le contenu était jugé intéressant, vous puissiez le partager avec certains de vos proches ou de vos collaborateurs, dans une logique un peu de replay, comme on dit à la télévision. Alors, bienvenue dans un monde de données. C'est un peu la palissade, presque une introduction obligée sur ce sujet-là. Et on a une métaphore que je vais m'approprier, mais en prenant un peu de recul avec elle, qui est les données sont le pétrole, l'or noir du XXIe siècle. Alors, le sujet réussi de la métaphore, il est essentiellement sur le fait que, d'abord, cet or noir des données est fortement créateur de valeur, et je vais vous le démontrer dans quelques instants. Mais là où la métaphore aussi est intéressante, c'est que de la même manière que le pétrole, la donnée non raffinée n'a absolument aucune valeur. Et aujourd'hui, dans beaucoup de nos organisations, nous avons beaucoup de données non raffinées. Et j'aimerais en témoigner, puisque, comme vous le notiez, Président, dans le cadre des formations HEC, on a une dimension
classique de l'enseignement et de la formation, théorique, conceptuelle, et puis quelque chose qui est tout à fait extraordinaire, alors j'espère que c'est le cas pour les participants, mais aussi pour nous les enseignants, ce qu'on appelle des visites-actions, c'est-à-dire des visites dans les entreprises pour essayer d'aider les entreprises dans des problématiques liées aux thématiques de nos enseignements. Et donc je crois que j'ai formé, Richard tu me diras, mais une douzaine d'entreprises, j'ai rencontré une douzaine d'entreprises ces derniers jours. Une chose qui m'a frappé, dans des entreprises de nombreux secteurs et de tailles très différentes, c'est la pauvreté de la captation du capital de données de beaucoup des entreprises martiniquaises, lié à un sujet qui est obscur et difficile, qui est le sujet des systèmes d'information. Donc je vous donnerai quelques clés ou réflexions. C'est vrai que la valorisation des données, ça passe déjà par leur utilisation, leur captation et leur traitement liés aux systèmes d'information. Alors, première statistique, je la trouve toute particulièrement édifiante, ce sont les capitalisations boursières des 10 premières entreprises du monde. Alors vous avez 2006, un peu plus d'une dizaine d'années, 12 ans, 2011, 6 ou 7 ans, et puis 2017, donc c'est le Boston Consulting Group, un grand cabinet de conseil, qui a réalisé ce tableau. Alors ce que vous voyez en 2006, mais on était dans une économie pétrolière. Quand vous regardez le top 10 des entreprises les plus valorisées au niveau économique, Exxon, Gazprom, Shell, BP, sont les champions de la valeur boursière dans le monde. Une seule entreprise de données, de logiciels émerge, une vieille entreprise déjà, c'est Microsoft. On est en 2011, là déjà il y a une petite modification du paysage, on voit qu'il y a un certain équilibre. Apple arrive. Il faut se souvenir que le lancement de l'iPhone, le premier iPhone, c'était en juin 2007. Donc c'est quelque chose de relativement récent. On voit arriver Microsoft. Alors Microsoft, il a été un peu dégradé, mais il reste encore un champion. Une vieille entreprise aussi, IBM, et puis un grand acteur chinois, China Mobile. Et puis là, on est maintenant en 2017 ou en 2018. Apple, numéro 1, il devrait atteindre le 1000 milliards de dollars de capitalisation dans les jours ou semaines qui viennent. Je n'ai pas observé les cours de la bourse, mais peut-être ceci a déjà été dépassé. En tout cas, il était tout près de cette barre mythique jamais atteinte. Alphabet, alors peut-être que vous ne connaissez pas Alphabet, mais c'est le nouveau nom boursier et du groupe Google, donc à la fois qui inclut les activités de Google traditionnelles, les services que nous les particuliers nous connaissons, Gmail, le moteur de recherche, Google Maps, Waze, entreprise classique de Google, et puis les activités d'innovation dans tous les secteurs de la vie, la santé, la domotique, le transport, et j'en passe. Et là, vous voyez, finalement, les 5 premiers sont ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, qui sont rejoints par des entreprises chinoises tout à fait équivalentes. En avril, Alibaba, qui est le Amazon chinois. Et puis là, depuis le début de l'année, une autre entreprise qui s'appelle Tencent, qui est le Facebook chinois, avec un service extraordinaire. Et si vous avez eu l'occasion d'aller en Chine, vous avez été sans doute frappé par l'impact de ce service qui s'appelle WeChat, service mobile avec lesquels les Chinois échangent de manière sociale, mais échangent aussi de manière économique, payent leurs courses, échangent de la monnaie, avec une puissance et une richesse fonctionnelle absolument extraordinaire. Et aujourd'hui, d'ailleurs, quelque chose qui est frappant dans ce petit contexte à la fois économique, mais peut-être aussi un peu géostratégique, c'est la lutte extrêmement dure entre deux blocs, le bloc américain et les GAFAM, qui dominent les capitalisations boursières et la création de valeur au niveau mondial. Et aujourd'hui, leurs alter ego, les BATX, alors on aime bien donner des noms, il y a du jargon, mais tous les métiers sont comme ça, les BATX, c'est les alter ego chinois des GAFAM. Alibaba, que j'ai cité, qui, au moment où je vous parle, est plus valorisé qu'Amazon. Baidu, qui est le Google chinois. Tencent, que j'évoquais. Et puis Xiaomi, qui fait partie de ces nouveaux géants des téléphones mobiles. Peut-être vous connaissez aussi Huawei, qui sont des terminaux, des appareils extrêmement compétitifs pour téléphoner ou comme tablette. Intéressant et attristant de noter l'absence
de la plaque européenne, première zone d'échange économique du monde, mais totalement absente dans cette bataille extraordinaire. On n'a pas d'entreprise significative, et les entreprises européennes les plus connues dans le domaine de la donnée sont des nains relatifs. En France, on dispose de 2 licornes, des entreprises de la donnée à très forte croissance, qui sont Blablacar, pardon, que vous connaissez certainement, dans le transport entre particuliers, peut-être un peu l'équivalent de... Non, je ne sais pas s'il y a un équivalent ici. Je pensais à Carrefourly, mais Carrefourly, ce serait plutôt Drivey. Et puis une autre entreprise qui s'appelle Criteo, peut-être vous en avez entendu parler, qui est un acteur de la publicité en ligne. Mais au niveau européen, excepté des entreprises comme la suédoise Spotify, par exemple, mais on a des acteurs extrêmement petits en comparaison avec les GAFA, et je pense que c'est un sujet de préoccupation très grand, mais des politiques. Et puis on voit arriver, et ça c'est un point de cette définition, un peu de cette introduction initiale, de nouveaux acteurs. Alors on les nomme les Natu, vous reconnaissez leur logo, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber. Alors ce qui est très intéressant de noter, d'un point de vue un peu stratégique ou géostratégique, c'est que les GAFA ont été des inventeurs de nouvelles industries qui n'existaient pas avant eux. Moteur de recherche sur Internet, ça n'existait pas. Communauté virtuelle sur Internet, ça n'existait pas. Téléphone donnant accès de manière ubiquitaire à Internet, ça n'existait pas. Commerce en ligne, magasin en ligne, ça n'existait pas. Mais les Natu, et c'est vraiment là-dessus que j'aimerais vous sensibiliser, les Natu sont en train d'attaquer des industries qui existent. Airbnb s'attaque à l'hébergement hôtelier, et que ce soit pour les particuliers ou les professionnels. Uber s'attaque au transport urbain. Netflix s'attaque à l'industrie du spectacle et de la télévision. Et Tesla disrupte également la chaîne de valeur classique du monde de l'automobile. Alors un point sur lequel moi j'aimerais vraiment attirer votre attention dans ces minutes introductives, c'est que, on va dire probablement jusqu'à ces dernières années, on avait une séparation qui était très nette entre les entreprises du numérique et les entreprises de l'économie traditionnelle. Et moi j'aimerais attirer votre attention sur le danger aujourd'hui de réaliser cette segmentation. Aujourd'hui, les entreprises du numérique et sans doute les startups que vous hébergez, que vous incubez dans votre territoire, s'attaquent à des sujets du monde réel, des sujets complètement classiques du commerce ou des services du monde réel. Nous entrons dans un moment où cette séparation qui avait du sens jusqu'au milieu des années 2010 entre le digital et le réel n'a plus de sens. Et ces fameux Natu créent ce qu'on appelle des plateformes digitales. Alors moi j'aime beaucoup cette image que j'utilise souvent, c'est Paris, vous l'avez reconnu, et les localisations. Paris, première destination Airbnb du monde, devant New York et toute autre grande capitale. Plus de 60 000 lieux d'hébergement, et vous voyez que Paris est absolument complètement une offre Airbnb totale sur tout le territoire parisien, à une exception près, ici, le Père-Lachaise, qui est un cimetière, a échappé à date à la colonisation Airbnb, mais on est sûr de rien. Et vous voyez même sur la Seine, pratiquement toutes les péniches parisiennes aujourd'hui sont devenues des lieux touristiques de l'hébergement Airbnb. Nous sommes dans une logique aujourd'hui où effectivement on voit arriver des technologies de plateforme qui permettent la mise en relation de pair à pair entre des publics, particuliers à particuliers, ou d'autres types de cibles. Alors, la dernière révolution, c'est une révolution beaucoup plus silencieuse, beaucoup moins spectaculaire, c'est la révolution des objets connectés. Alors, dans le schéma que vous voyez, d'abord vous voyez une croissance extrêmement forte de ces objets, et 2020, peut-être le chiffre à retenir, 10 objets connectés par humain. En 2020, nous serons 8 milliards d'humains, et il y aura 80 milliards d'objets connectés. Alors ces objets connectés ne sont pas du tout spectaculaires. Hein. À une époque, on pensait au Google Glass, mais souvent c'est des choses beaucoup plus simples. J'aimerais juste faire un témoignage sur une mission insulaire que j'ai menée en Nouvelle-Calédonie avec une entreprise
de utility qui s'appelle la Calédonienne des eaux, peut-être comme Veolia chez vous, je ne sais pas, ce genre d'entreprise. Et en fait, dans le réseau de distribution de Calédonienne des eaux, il y a 10 000 capteurs, 10 000 objets connectés, dont la finalité, loin d'être spectaculaire, est juste de mesurer des fuites d'eau. Le but étant ensuite de mesurer ces fuites et de travailler sur le traitement de la donnée avec, par exemple, les dirigeants des collectivités territoriales pour envisager des investissements de remplacement ou de mise à niveau du réseau d'eau. Et donc, la plupart du temps, ces objets connectés sont assez peu intelligents. Ils vont capter des flux, et derrière ces flux, on va pouvoir prendre un certain nombre de décisions. Alors, ceci génère un phénomène extraordinaire. J'avais utilisé la métaphore du pétrole, mais elle va s'arrêter ici. C'est que autant concernant les énergies fossiles, nous entrons dans une période probable de raréfaction de celle-ci, mais concernant la donnée, on n'a pas de vision de l'arrêt de la production de données. C'est le phénomène Big Data. Aujourd'hui, je vais utiliser des mesures qu'on ne connaît pas bien, mais on va produire probablement on a produit probablement en 2017 20 zétabytes de données. Alors les zétabytes de données, je ne sais pas si vous êtes très à l'aise avec ces unités, j'ai essayé de les traduire. En fait, c'est l'équivalent de la production suivante. 20 zétabytes de données, c'est comme si chaque humain produisait chaque jour un CD de données, 365 jours par an, et nous sommes 7,5 milliards de données. Tous les humains vivants de tous les pays du monde. Et grosso modo, ceci double tous les 3 ans. Dans un rythme dont on ne voit pas la fin, on va dire, si on se projette dans un horizon d'une génération, on ne voit aucun symptôme d'un affaiblissement de cette production de données. Alors les données, parce que finalement, c'est le sujet principal de la conférence. D'abord, où est-ce qu'on les trouve? Alors, avant peut-être de dire où on les trouve, peut-être faut les définir. Alors, il existe 2 sortes de données, structurées, non structurées. Et vous voyez dans le schéma statistique qui suit que l'essentiel des données qui explosent, là, ces fameuses données du Big Data, sont des données qu'on appelle non structurées. De quoi s'agit-il? Les données structurées, c'est celles dont vous disposez dans l'informatique de votre organisation, dans les systèmes d'information. C'est ce qu'on a dans des bases de données. C'est aussi tous vos fichiers Excel. Et si vous avez des logiciels de gestion plus sophistiqués, comme c'est le cas dans des grands groupes, ce qu'on appelle des progiciels de gestion intégrés, ERP, le plus connu du monde s'appelle SAP, son challenger Oracle. Alors, je pense que c'est réservé sur le territoire peut-être à quelques très rares, très grands groupes. Mais l'essentiel de ce qu'on sait traiter, ce sont des données structurées. Mais vous voyez que l'essentiel de ce qui est nouveau dans la production de données, ce sont les textes, le son et les images. Et donc aujourd'hui, le sujet du traitement de l'intelligence artificielle, c'est essentiellement le sujet du traitement des données non structurées. Et vous verrez que pendant longtemps, on n'a pas eu les technologies qui permettaient de traiter ce genre de données, et la rupture se fait par la technologie. Alors, l'origine de ces données, et là, moi j'ai un message que je véhicule partout sur le territoire, c'était aussi un des premiers points que j'évoquais, c'est qu'avant d'aller chercher les big data, il faut chercher les small data. Qu'est-ce que c'est que les small data? C'est les données dont vous disposez, c'est votre patrimoine de données. Et moi j'ai vraiment un conseil à donner aux dirigeants, managers d'organisations, d'entreprises que vous êtes. Pas d'ambition trop difficile. Avant d'aller chercher des données dont vous ne disposez pas, essayez d'abord d'identifier, de purifier et de traiter correctement, non pas l'image, le son, les textes, mais déjà les tableaux, les bases de données dont vous disposez. Donc ça, c'est vraiment un premier élément de priorité. Et je pense qu'à cet égard, en tout cas, le diagnostic, qui n'est pas scientifique, mais c'est la 3e année que j'interviens sur le territoire, et j'ai rencontré d'assez nombreuses entreprises dans ce laps de temps, mais là, il y a un enjeu crucial, à mon sens. Deuxième élément, et là, pour le coup, nous, les Français, on peut faire un petit cocorico intéressant, c'est que les entreprises publiques mettent à disposition les données dans un portail gouvernemental qui s'appelle data.gouv.fr
et qui pourrait permettre d'enrichir les données dont vous disposez. Alors au niveau métropolitain, c'est une mine de richesse extraordinaire. J'ai essayé de faire un petit inventaire de ce qui était mis à disposition par les services publics et collectivités locales, et je vous avoue ma déception, et là aussi peut-être un message à faire passer. Il y a très peu de collectivités locales qui se sont engagées dans la mise à disposition gratuite de leurs données pour aider les entreprises à développer des applications utiles pour les clients ou pour les citoyens. Et je pense que c'est un axe de réflexion que j'aimerais vous soumettre. Autre source de données, alors celle-ci elle est totalement mystérieuse, méconnue de beaucoup d'organisations, c'est qu'aujourd'hui cette industrie de la donnée voit apparaître de nouveaux acteurs, des fournisseurs de données, les data providers. Alors, parmi les principaux, à tout seigneur, tout honneur, Google, qui donne accès avec beaucoup de permissivité à de nombreuses données qu'il collecte. Il est assez facile d'obtenir des données de Google, parce qu'il met à disposition des développeurs d'applications par des interfaces applicatives, alors le terme technique c'est API, Google permet de récupérer de nombreuses données, par exemple cartographiques. Uber, je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité, certains d'entre vous, de tester ce service et l'application, eh bien la carte qui est utilisée par Uber, c'est Google Maps. Et souvent d'ailleurs, les chauffeurs Uber utilisent pour se guider le système GPS qui me sauve la vie à la Martinique, qui est Waze. À la fois par ma méconnaissance de la route, et puis aussi me fait découvrir des chemins mystérieux pour éviter les embouteillages, mais c'est difficile. Et on a de très nombreuses entreprises, certaines du passé que vous connaissez, peut-être comme Dun & Bradstreet ou Compass, qui sont des fournisseurs de données traditionnels, et puis des entreprises méconnues, un des leaders mondiaux s'appelle Axiom. Ce sont des entreprises qui collectent des données et qui vont les vendre à des organisations pour enrichir leurs connaissances de leurs clients notamment. Alors maintenant, j'aimerais arriver au moment qui est le plus important pour moi, parce que finalement, le sujet que je vais évoquer avec vous est le traitement de données. Quelques généralités avant de vous donner des exemples extrêmement concrets. Alors, je ferai un tout petit peu de mathématiques, mais comme je ne suis pas sûr de votre niveau, je vais rester à des niveaux où on va évoquer des équations du premier degré à une inconnue, même si vos souvenirs sont lointains, j'espère ne pas vous perdre. Alors, premier élément, et ça c'est quelque chose d'assez surprenant que j'aimerais partager avec vous, les données, les connaissances scientifiques qui sont utilisées aujourd'hui dans l'intelligence artificielle sont de vieilles connaissances scientifiques. Vous évoquez, Président, avec raison, le machine learning, le deep learning et les réseaux de neurones artificiels. Le premier article scientifique sur les réseaux de neurones artificiels, le dessin que vous voyez, c'est un neurone artificiel, date de 1943. Et le père inventeur de l'intelligence artificielle est un personnage extrêmement important et avec une vie tragique, c'est Alan Turing. Alan Turing, c'est la personne qui a décrypté la machine Enigma, qui cryptait les messages de l'armée allemande, et on attribue à Turing, par le décryptage de cette machine, un gain de vie colossal et peut-être un gain d'années sur la Deuxième Guerre mondiale dont il est vraiment comptable. Et Alan Turing est mort dans des conditions tragiques, il était gay, et dans l'Angleterre du début des années 50, il a été emprisonné, c'était illégal, et il s'est suicidé, enfin il a eu un destin tragique. C'est lui l'inventeur objectif de l'intelligence artificielle. Et puis, un véritable cocorico, la star mondiale de l'intelligence artificielle, celui qui a inventé vraiment les technologies que je vais essayer de vous décrire tout à l'heure, c'est un Français, Yann Lequin. D'ailleurs, on le voit pas mal en ce moment dans la presse, à la télé, à la radio française. Yann Lequin, il est l'inventeur des perceptrons multicouches. Et en fait, c'est un nom scientifique pour dire le deep learning. Je vous expliquerai ce dont il s'agit. Et Yann Lequin, hélas, il était professeur au CNRS, professeur d'université, mais il a été capté par Facebook. Aujourd'hui, il est le dirigeant mondial de l'activité intelligence artificielle chez Facebook. Sachez que le dirigeant européen de Facebook, qui est un vrai copain à moi, Alexandre Lebrun, polytechnicien, Télécom Paris, PhD Computer Science, donc doctorat d'informatique à Stanford, c'est également un Français. Et Facebook d'ailleurs investit en France
un des 4 lieux du monde où on a des labos d'intelligence artificielle. La France est un des 4 lieux où ça se passe. Inde, États-Unis, France et Canada sont les lieux extrêmement importants de la recherche fondamentale sur ces thèmes. Alors, qu'est-ce qui rend possible que ces vieux concepts scientifiques, tout d'un coup, là, ils émergent et qu'on les utilise? Alors, d'abord, des technologies nouvelles. Des technologies qui permettent de stocker les big data. C'est le petit éléphant jaune. Les gens d'entre vous qui sont dans les systèmes d'info, peut-être vous avez entendu parler de la technologie Hadoop, qui va permettre du traitement de masse de données. C'est une application open source, c'est un environnement open source, Spark, qui va permettre de traiter rapidement cette grande masse de données. Et puis les nouveaux environnements de programmation, les deux plus connus sont Python, donc c'est un environnement de programmation plutôt professionnel, et R, un environnement de programmation plutôt d'essence universitaire. Et alors surtout, ce qui se passe, c'est qu'on a des nouveaux matériels avec des performances absolument incroyables. Alors ça, c'est un des derniers supercalculateurs low cost, il vaut 100 000 €, un peu plus de 100 000 $. Alors j'entends bien que ce n'est pas forcément à la portée de toutes petites entreprises, mais concevez qu'on n'est pas dans des ordinateurs qui valent des millions ou des dizaines de millions d'euros. Et donc cette technologie, aujourd'hui, réalise des performances 170 teraflops. Alors là aussi, de quoi s'agit-il? Traduit en bon français, cet ordinateur permet de réaliser 170 000 milliards d'opérations à la seconde. Je répète doucement, 170 000 milliards d'opérations à la seconde. Alors est-ce que c'est puissant? Oui, c'est puissant. Je vais vous montrer un être vivant aux performances plus modestes, votre serviteur. Je dois être à 2,5, 3 teraflops. Un humain aujourd'hui fait du 2000 à 3000 milliards d'opérations à la seconde. Ce qui nous permet de nous voir, nous sentir, respirer, se tenir équilibré. Alors l'être humain est une machine assez peu puissante d'un point de vue de sa performance à la seconde. Alors en revanche, on a des performances absolument extraordinaires en matière énergétique, puisque cette puissance de calcul, c'est 12 watts. Alors que je crains fort que ce soit sans doute l'équivalent de la consommation énergétique d'un village de 1000 personnes pour faire tourner cet ordinateur. D'ailleurs, c'est un point marginal que j'aimerais indiquer, c'est qu'aujourd'hui, le sujet du développement de la puissance informatique n'est pas tellement un sujet technologique, c'est plutôt un sujet énergétique, à tel point d'ailleurs que les grands GAFA, BATX, etc., localisent leurs nouvelles usines de données, leurs data centers, dans les pôles, en Finlande, dans les territoires arctiques, au Groenland, pour essayer de refroidir de manière naturelle leurs usines de données. Et donc on voit émerger un nouveau job, un job de star, aujourd'hui extrêmement recherché, les data scientists. Des hybrides extraordinaires, des moutons à 5 pattes, informaticiens de haut niveau, ils pratiquent le R et le Python avec talent, mathématiciens de très grande qualité, et là, le niveau requis en mathématiques est plutôt master de mathématiques, donc là, on est assez peu à pouvoir suivre. Et la grande difficulté, mais c'est là que nous, peut-être dirigeants, il va nous rester une place avec une connaissance du business. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce métier émergent de data scientist, on a souvent déjà des difficultés à trouver la double compétence mathématique et informatique, mais on n'a pas la compétence métier. Et les data scientists aujourd'hui ne l'ont pas, cette compétence métier. Alors, la finalité, c'est la création d'entreprises intelligentes, le but étant de comprendre mieux les phénomènes des organisations, le but étant de prédire un certain nombre de ces phénomènes, et le but étant aussi, mais là on en est assez loin, de décider automatiquement d'automatiser un certain nombre de processus des organisations. Alors, ces algorithmes, ils nous guident déjà. J'évoquais l'assistance de Waze, qui est une intelligence artificielle qui ne nous perturbe pas beaucoup, au contraire, elle nous aide. Et en tout cas, elle m'aide sur le territoire, aucun doute là-dessus. Demain, et le sujet n'est pas un sujet d'abord de technologie, mais plutôt un sujet de régulation, la voiture autonome. À cet égard, petite pause, si vous voulez
imaginez un monde de données mais qui tourne un peu mal et que vous avez Netflix, je vous recommande de visionner Black Mirror, notamment la 4e saison qui est particulièrement effrayante et qui peut nous faire réfléchir. Alors, avant d'entrer dans quelques petites démonstrations, les intelligences artificielles, elles sont un enjeu de business capital. Cette personne que vous voyez, c'est le directeur général de Google, l'activité traditionnelle, et qui nous disait, il y a 2 ans, 2006-2010, c'est les années du mobile, c'est fini. Alors, pas tout à fait à la Martinique, hein, du point de vue des sites web. Et à partir d'aujourd'hui, on entre dans le monde de l'intelligence artificielle. Tous les GAFAM, BATX, Natu, sont des entreprises d'intelligence artificielle. Cette vieille science, puisque finalement, le nom même a été inventé en 1956. Donc vous voyez, on revient à des vieux modèles, des vieilles technologies intellectuelles et scientifiques. Alors voici peut-être la plus connue d'entre elles, c'est Watson. Watson, l'intelligence artificielle d'IBM, clin d'œil au fondateur de l'entreprise d'IBM, Thomas Watson. Einstein, René aussi. C'est l'intelligence artificielle de Salesforce, un des leaders mondiaux des logiciels commerciaux. Et ces intelligences artificielles nous font peur. Elles font peur et des grands noms des technologies, Elon Musk, Bill Gates, Stephen Hawking, alertent sur leur danger. Le cinéma, vous l'évoquiez, Président, dès les années 70, dans 2001, Odyssée de l'espace, avec HAL 9000, nous effrayait déjà. Et c'est vrai qu'elle commence à nous battre. Au jeu de Go. Ça, c'était assez inattendu. Au poker, là, ça commence à être un peu ennuyeux, parce que le poker, il n'y a pas juste une dimension de calcul. Il faut évaluer le bluff. Elle commence à se battre elle-même. L'IA qui a battu les humains a été elle-même ultra dominée par une nouvelle intelligence artificielle qui l'a battue 100-0 en 40 jours au jeu de Go. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une espèce d'inquiétude par rapport à ce phénomène. Laurent Alexandre, une personne extrêmement médiatique, nous dit nous sommes tout près, une génération, peut-être un peu plus, d'intelligence artificielle ayant une conscience existentielle d'elle-même. Alors, est-ce que c'est vrai? Alors moi, j'aimerais quand même qu'on retombe sur Terre et j'aimerais vous expliquer comment ça fonctionne, à la fois peut-être pour vous rassurer, s'il en était besoin, et puis aussi pour vous montrer quels sont les enjeux et les opportunités pour vos organisations. Donc je vous propose, ce qui est classique pour un professeur, un petit cours. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le machine learning? On va faire un peu de vocabulaire, et je vais essayer de l'illustrer avec des exemples. La problématique est la suivante: comment un programme informatique peut essayer de prévoir un phénomène sur le fondement d'une analyse de données? Alors l'exemple que j'ai développé 2 exemples joués, mais un exemple c'est à l'issue de cette conférence, vous allez dans un des restaurants d'à côté, la pizzeria, et puis bon, vous payez avec votre carte bancaire. Est-ce que vous allez frauder? Alors chaque transaction à la carte bancaire, le système automatique de la banque se pose la question, est-ce que c'est une fraude? Alors qu'est-ce qui va se passer? En entrée, on va avoir un certain nombre de données. Par exemple, le lieu d'achat, le magasin, le montant de l'achat, le nombre de transactions dans la journée, et encore beaucoup d'autres données. Toutes ces caractéristiques qu'on étudie, je vais appeler ça X. Donc on va étudier plein de X. 1, 2, 3, N X. Et à la fin, le sujet, c'est je vais traiter ces X, je vais faire des calculs, et à la fin, la machine va me dire c'est une fraude, probablement, ou c'en est pas une. Donc le machine learning, c'est ce principe qui va être appliqué. Je vais analyser de nombreuses données, des caractéristiques de quelque chose que j'observe. Je vais utiliser des modèles mathématiques pour triturer la donnée. Alors moi, je vais vous montrer des choses très très simples pour que vous compreniez la logique. Mais après, il y a de très nombreux modèles mathématiques qu'on va pouvoir appliquer. Et le but va être de se dire, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, est-ce qu'il y a une fraude à la carte bancaire ou pas? Et s'il y a fraude, stopper évidemment la transaction. Alors, ces technologies de machine learning sont applicables à un nombre considérable d'activités humaines. J'en ai cité quelques-unes, mais la liste est illimitée. C'est pratiquement tout le champ
du travail humain qui est concerné, le domaine de la médecine, le domaine de la relation commerciale, le domaine de la reconnaissance d'image, l'optimisation du transport, la traduction. Dans mes activités d'officier de gendarmerie, on vient de sortir un algorithme prédictif sur le vol des voitures et des motos à 24 heures à l'avance. Le but étant d'orienter les patrouilles de gendarmerie sur des zones à prévision criminogène. Alors, ben voilà, on reprend. DX en entrée, je vais les analyser. En fait, je vais regarder toutes les fraudes d'une banque et je vais essayer de regarder quels sont les liens qui permettent d'imaginer une fraude. Et ensuite, le sujet avec une nouvelle entrée, en fonction du calcul du lien mathématique que la machine aura trouvé, ben, je vais déterminer 1, c'est une fraude, 0, ce n'en est pas une. Alors, premier élément qui va nous permettre de faire ces prédictions, et vous verrez, il y a 3 grandes choses au niveau mathématique, mais je vais rester aucune inquiétude, très simple. Le premier sujet, c'est on va réaliser des calculs de régression. Alors, je vais vous donner un petit exemple joué extrêmement simple. Ici, vous avez un micro tableau Excel avec 2 colonnes. Une colonne qui est l'âge des personnes à qui on demande quel est votre salaire. Donc la personne de 22 ans a un salaire mensuel de 2250 €. Et donc voilà, j'ai étudié les niveaux de salaire de 10 personnes en fonction de leur âge. Alors avec un outil très simple, Excel, j'ai représenté graphiquement la distribution de ces données sur 2 axes, l'axe des salaires et l'axe de l'âge. Et même si vous n'êtes pas extrêmement féru de mathématiques, on a l'impression d'un certain alignement. Alors, j'ai utilisé Excel. Alors d'ailleurs, Excel est une bombe technologique dont on n'utilise à peu près rien. Et donc, j'ai utilisé un outil qui va me permettre de calculer automatiquement en un clic la pente de la courbe. Et en fait, le machine learning va faire ça. Il va essayer, c'est ça le machine learning, l'apprentissage de la machine. La machine va tester toutes les courbes possibles et imaginables, toutes les droites, et va essayer de trouver le meilleur alignement possible. Alors, je me suis amusé à faire ça avec Excel, et j'ai calculé la droite de régression. Enfin, c'est Excel qui a tout fait, hein. Donc, il m'a dit Y égale 138,28 X, donc Y c'est le salaire recherché, 138,28X moins 369,86. Donc prévision, j'entre l'âge, X égale 30 ans, le modèle me fait une prévision, à 30 ans la personne va gagner 3 778,54 €. Donc quand on parle de management prédictif, voici ce dont il s'agit. Alors le sujet c'est qu'on a plein de manières de se tromper. Parce que comme je suis un petit peu mathématicien, je me suis dit mais est-ce que la droite est le meilleur modèle? Alors sur Excel, il y a 6 modèles de régression standard. Donc je me suis amusé à faire une prédiction avec une régression polynomiale de degré 2. C'est un truc de maths. Et moi je trouve qu'il est meilleur le modèle, parce que peut-être vous voyez que dans la dispersion, à la fin, on gagne un peu moins quand on vieillit dans mon truc. Donc peut-être que ce serait mieux, comme manière de calculer, d'utiliser une régression polynomiale de niveau 2. Et là, vous avez beaucoup d'enjeux pour vous dire que l'intelligence artificielle, quand même, c'est un peu compliqué, parce que qui fait ce choix de la décision du modèle mathématique? Ben, c'est le data scientist. La machine, elle ne sait pas faire toutes ces choses-là. Donc il va y avoir des sujets de programmation informatique et de choix mathématiques de modèles. Et vous voyez d'ailleurs que la prédiction, elle n'est pas si éloignée que ça, mais ce n'est pas la même. On avait tout à l'heure 3778, on a 3900. C'est à peu près la même chose. Alors, sur un petit calcul de salaire, le fait d'avoir une petite dispersion n'est pas très grave. Mais si une machine décide que vous avez un cancer du sein ou pas, parce qu'on change de modèle mathématique, l'enjeu n'est pas du tout le même. Et là, aujourd'hui, on est quand même face un peu aux enjeux éthiques et moraux de l'intelligence artificielle, c'est que derrière, on a quand même une très très forte implication du data scientist et du data analyst avec des choix qui sont extrêmement humains. Alors on a d'autres systèmes, et là je ne vais pas du tout entrer dans les mathématiques là-dessus, c'est des classifications. Alors l'exemple qui suit, je pourrais le traduire en français, on a eu un lycée et on fait passer les bacs blancs à tous les terminales. Et on a les notes des 2 bacs blancs. Et le score de l'examen blanc numéro 1, le score de l'examen blanc numéro 2.
Le principe, ça va être de catégoriser et de prévoir qui va avoir l'examen en fonction de la note aux 2 examens blancs. Alors vous voyez que là, dans le modèle de régression que j'ai montré à l'écran, et c'est un modèle mathématique qui va tracer cette droite de classification, ça fonctionne assez bien, mais on a quand même quelques dispersions. Par exemple, ces personnes-là, elles devraient avoir le bac. Elles n'auraient pas dû avoir le bac, note admitted, d'après le modèle mathématique, mais elles l'ont eu. À l'inverse, là, tous les bleus, ils devaient avoir des notes suffisantes pour avoir le bac, ils l'ont loupé. Alors généralement, un point peut-être assez singulier, c'est qu'évidemment, les modèles prédictifs sont probabilistes. Et généralement, quand est-ce qu'on estime qu'un modèle prédictif a une bonne qualité? Au-delà de 80% de bonnes prédictions. C'est pas mal, et c'est pas si terrible que ça. Et donc ça, c'est un point qui est important, c'est qu'on est dans des sujets où, au-delà de 80% de prédictions, on trouve que le modèle est bon. Par exemple, près de vol, l'algorithme prédictif de la gendarmerie nationale qui prévoit les vols de véhicules fonctionne, est capable de prévoir sur des zones IRIS-INSEE des vols de voitures à 24 heures à l'avance à 85% de précision. Le test annuel qu'on a mené fait qu'on envoie nos patrouilles aux endroits prédictifs et il n'y a pas de vol qui se passe. Alors d'ailleurs, c'est très très frustrant pour les opérateurs. L'arrivée des gendarmes diminue les vols. Et il y a un effet induit. Mais sur le département pilote sur lequel on a travaillé, on a baissé le vol de voiture de 7% sur une année, ce qui permet de valider l'intérêt de notre modèle prédictif. Alors maintenant, j'aimerais vous expliquer ce que c'est que les neurones artificiels, parce que c'est de ça dont on parle beaucoup, comme vous le notiez, Président. Voici un neurone humain. Donc pour ceux qui ont fait des SVT, des sciences de la biologie, etc., ben vous reconnaissez l'espèce de zone centrale ici, le corps cellulaire et le noyau. Ici les dendrites, alors il y a des impulsions électriques qui passent, et finalement, en fonction du calcul, entre guillemets, de la cellule, on va transmettre de l'information par les synapses, ces espèces de petits blocs, à un autre neurone. Qui fait que, par exemple, vous mettez une main sur une plaque brûlante, vous allez la retirer immédiatement. Juste pour voir l'immensité de la performance humaine, on a 1000 milliards de neurones dans le corps humain et 7000 terminaisons neuronales par neurone. Donc les mathématiciens feront les calculs de toutes les zones de connexion neuronale, c'est plus que d'atomes dans l'univers. Donc on a une mécanique assez sophistiquée. Et voici un neurone artificiel. Alors en fait, un neurone artificiel, qu'est-ce que c'est? C'est des valeurs initiales. Donc je vous donnerai un exemple sur les fraudes. C'est des X. Vous vous souvenez de mes X? Mes magasins, mon nombre de transactions, etc. Donc des valeurs X. Ici, après, on a une espèce de coefficient qu'on appelle le poids synaptique, mais vous verrez avec un exemple de quoi il s'agit. C'est une espèce de coefficient de pondération. On va faire des calculs, et le neurone, il va s'activer. L'activation, c'est 1 ou 0. 1, c'est une fraude. 0, ce n'en est pas une. Alors le calcul, il est lequel? Alors là, j'ai pris des calculs très simples. Donc je multiplie le x par le coefficient synaptique, P1 fois x1, plus P2 fois x2, P3 fois x3. Puis je détermine un seuil, on appelle ça le seuil d'activation. Et si le calcul ici est supérieur au seuil, y égale 1, c'est une fraude. Inférieur au seuil, y égale 0, ce n'est pas une fraude, la transaction passe. Alors, ce que je vous ai montré là, c'est un truc fictif. Hein. C'est un peu plus compliqué, mais j'ai été amené à travailler sur des systèmes prédictifs de fraude à la carte bancaire. Il y a plus de X que ça. Mais ici, imaginons, c'est toutes les fraudes d'une banque sur une année, et il y a 3 X qui permettent d'analyser les fraudes. Tout ceci, c'est des fraudes. Alors, on voit la fraude numéro 1. Donc, les X, c'est magasins à risque. On se dit, tiens, il y a des magasins à risque. Alors, la pizzeria d'à côté, ce n'est pas un magasin à risque, on est d'accord. Il y a des villas à risque. Fort-de-France, no risque. Et ou pas. Et il y a des montants importants qui peuvent être des facteurs de risque. Alors, par exemple, la fraude numéro 1, on n'était pas dans un magasin à risque, on était dans une ville à risque et on avait un gros montant. La fraude numéro 2, on n'était pas dans un magasin à risque, on était dans une ville à risque, mais c'était un petit montant. Et vous voyez qu'ici, je vais analyser toutes mes 10 fraudes. Je constate une chose, c'est que quand il y a une fraude, dans 4 fois sur 10, on est dans un magasin à risque. Quand il y a une fraude, c'est les oui, hein, vous comptez les oui, 1, 2, 3, 4. Quand il y a une fraude, 8 fois sur 10, c'est dans une ville à risque. Et quand il y a une fraude, 5 fois sur 10,
c'est un montant élevé. Ceux-ci, 40, 80, 50, ce sont les coefficients synaptiques. Et vous voyez que si j'analyse toutes les variables, il y a 10 cas de fraude et 3 variables étudiées, ça fait 30 variables analysées. Dans 17 cas sur 30, on a un facteur de risque oui, 57%. Donc là, moi, je vais prendre une décision humaine, managériale, et je vais me dire à quel niveau de sensibilité je décide que c'est une fraude. Alors, dans le cas fictif que je vais prendre, je vais appliquer strictement le seuil 0,6, 60%. Mais dans les banques, souvent, quand on est trop près de la réalité, en fait, on arrête toutes les transactions bancaires. Donc il y a un choix stratégique qui est de déterminer le niveau d'activation, le niveau de sensibilité dans lequel vous dites c'est une fraude ou c'en est pas une. Et alors, je ne peux pas m'empêcher de montrer à ceux qui ont fait des maths, ceux d'entre vous qui ont fait des maths un peu scientifiques, à mon époque on disait bac C, bac S, aujourd'hui on faisait de l'algèbre et on disait ouais alors il y a des matrices, des vecteurs. Mais en fait ici, là ce qu'on voit, mon tableau c'est une matrice. Et ici, la ligne fraude numéro 8, 0, 1, 0, ceci est un vecteur. D'ailleurs, c'est un point amusant, c'est que moi, je n'avais pas des souvenirs très glorieux. Ça m'ennuyait plutôt, l'algèbre, quand j'étais gamin. Mais alors maintenant, ça commence à me passionner beaucoup, parce que j'arrive à prévoir des fraudes, ou pas. Et alors, regardez mon calcul. Donc en fait, on va avoir le coefficient synaptique en vert, 0,4x plus 0,8x2 plus 0,5x3, supérieur à 0,6, mon seuil, c'est une fraude. Inférieur à 0,6, Y, c'en est pas une. Alors prenons un exemple, je vais à la pizzeria. C'est pas un magasin à risque, 0. C'est une ville à risque, donc ça ne doit pas être Fort-de-France. Et c'est un montant qui est inférieur à 2000. Donc je fais mon calcul, 0,4 fois 0 plus 0,8 fois 1 plus 0,5 fois 0 égale 0,8, supérieur à 0,6, j'active, c'est une fraude. Je viens de vous montrer le fonctionnement d'un neurone artificiel. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'un neurone et il n'y a pas qu'un X. Par exemple, si vous voulez analyser cette photo de mignon petit chat de 400 pixels sur 400 pixels, chaque pixel est un X, et 400 fois 400, ça fait 160 000 X. Et là, vous voyez que mon calcul, c'est pour ça que souvent, quand je montre les puissances de calcul, les 170 000 milliards de traitements à la seconde, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben oui, mais si on analyse des millions de photos de chats, avec 160 000 entrées de données de X, ben il nous faut de la puissance de calcul. Mes étudiants à HEC, ils disent, la machine, elle bourrine. Mais elle est assez bête. Par contre, elle est très, très, très rapide pour faire ses calculs de X. Alors maintenant, avant 2012, on n'avait pas encore des machines très puissantes. Donc il fallait aider la machine à ne pas trop faire de calcul. Alors, exemple que je vais donner, voici un bus. Une photo de bus. Il n'y avait pas de plaisanterie, cher président. Ou si. Mais vous allez les avoir, vos bus. Enfin, je crois que vous les avez déjà. J'aurais pas dû prendre un bus, en fait. Je crois. Donc, il n'y avait pas de message caché. Donc, voilà une photo de bus. Et j'aimerais que la machine soit capable de reconnaître de quel moyen de locomotion il s'agit. Est-ce que c'est un bus, une moto, une voiture ou un train? Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aider le programme. Moi, l'humain intelligent, qui est l'habitude des moyens de locomotion, je me suis rendu compte qu'en fait, selon les moyens de locomotion, il y avait un certain nombre de variables qui me permettaient de bien reconnaître un moyen de locomotion. Le nombre de roues. Les bus à 2 roues sont rares. Peut-être ça existe. La surface vitrée. La hauteur du moyen de locomotion. Et la longueur du moyen de locomotion. Et là aussi, il peut y avoir une dispersion. Par exemple, si je vais à Las Vegas, peut-être qu'il va y avoir de très 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 longues voitures qui sont aussi longues qu'un bus, et il peut y avoir une erreur. Et vous vous souvenez de mon nuage de points sur les X de l'âge et les Y du salaire? Les points n'étaient pas tous alignés, il y avait une dispersion, d'ailleurs, qui m'a posé un problème dans le choix de mon modèle mathématique de prévision. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais enseigner à la machine, je vais lui donner des éléments pour l'aider à reconnaître le bus. Et ça, avant qu'on ait des technologies très puissantes, c'est comme ça que ça se passait. En fait, on enseignait à la machine un certain nombre de caractéristiques. Ici, c'est 4 caractéristiques. Et
comme les machines n'étaient pas très puissantes, on avait des réseaux de neurones à une seule couche, comme ceci. Eh bien, la machine était capable, on va dire avant les années 2010, déjà de faire du machine learning. Aujourd'hui, d'ailleurs, on fait du travail gratuit pour donner des informations aux GAFA sur les images, par exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité, pour vous identifier, on vous demande de choisir, de déterminer quelles sont les images. En fait, vous étiquetez les images gratuitement, donc les GAFA vous remercient vivement de ce travail bénévole. Et en fait, vous faites ce qu'on appelle de la labellisation ou de l'étiquetage d'images. Vous aidez les GAFA à reconnaître, parce qu'il peut y avoir une ambiguïté dans un certain nombre de cas. Est-ce qu'un chat est un chat ou un chien? Est-ce qu'un tigre et un chat c'est des choses qui se ressemblent. Donc souvent, ces manières de sécuriser une transaction, c'est aussi une manière d'étiqueter des images. Et les GAFA vont servir de l'intelligence artificielle ensuite pour faire du machine learning. Alors vous voyez, les variables, là c'était le fameux prêt de vol que j'évoquais. On a plein de variables, 650 variables de prévision. Et là, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'à partir du moment où j'ai autant de X, si je n'avais pas de technologie, comme c'était le cas avant 2010, on avait vraiment des blocages, on n'avait pas la capacité matérielle, technologique, de faire les calculs nécessaires sur d'aussi grand nombre de variables. Et donc on avait ce qu'on appelait un réseau monocouche. Alors notre Français, Yann Lequin, en 1980, à l'époque où l'informatique était basse performance, il a inventé cette infrastructure avec des réseaux de neurones multicouches. Et les réseaux de neurones multicouches, c'est ce qu'on appelle, vous le disiez en introduction au président, le deep learning. C'est de l'apprentissage profond en français. Et à l'époque où Yann Lequin a imaginé ce modèle, l'informatique était d'une pauvreté en termes de performance technique. Elle était dans l'incapacité de faire tourner les modèles mathématiques avec la vélocité nécessaire. Mais avec l'ordinateur que je vous ai montré, et aujourd'hui on va même vers des nouveaux ordinateurs qui ne fonctionnent pas avec des 0 et des 1, mais on parle d'ordinateurs quantiques, où on va travailler sur l'infinité des nombres compris entre 0 et 1, donc on entre dans les mondes réels, donc ce qui va encore accélérer les capacités techniques de traitement. Mais donc maintenant on a la capacité technologique de faire fonctionner des modèles qui n'étaient que spéculatifs, que mathématiques, mais qu'on ne pouvait pas opérer. Alors là, le deep learning, c'est complètement différent. C'est qu'en fait, la machine, elle est tellement puissante en termes de traitement, je n'ai pas du tout besoin de l'éduquer. Je vais lui donner des millions de photos de voitures, même sans étiquette, et elle, automatiquement, elle va les classer. Mais elle n'a jamais vu de véhicule, le programme informatique, il n'a jamais vu de véhicule, donc il fait un classement purement mathématique. Et là aussi, et pour vous rassurer, on a besoin de l'humain, du data analyst. Nous, les humains, quand on va voir le paquet des photos qui sont des voitures, on dit c'est le paquet des voitures. L'ordinateur est incapable de faire ça. L'intelligence artificielle, ce sont des programmes informatiques qui utilisent des modèles mathématiques qui fonctionnent pour une tâche particulière. Et sur une tâche particulière, nous ne jouons plus le match. Aucun match. En revanche, nous, on a le sens commun. Nous avons déjà vu des voitures. On sait qu'il y a des choses qui sont possibles ou impossibles. Un enfant jusqu'à 8 mois ne serait pas surpris de voir un objet flotter dans l'air. Mais à partir de 8 mois, notre sens commun nous dit que c'est impossible de voir un objet flotter dans l'air. Parce qu'il y a un apprentissage du tout petit enfant qui apprend assez rapidement, mais ça prend 8 mois, d'un point de vue cognitif, que lorsque je lâche un objet, il va tomber, il va forcément tomber. Et donc aujourd'hui, la grande difficulté pour les IA, c'est ce sens commun. Alors, une chose que peut faire la machine, voilà, c'est vous allez lui donner plein de photos de chats et elle va faire ce qu'on appelle du clustering. Donc on avait vu les méthodes de régression, je vais essayer d'aligner mes points. Les méthodes de classification, je vais faire des groupes d'individus dans une population. Et puis on va faire du clustering, c'est de la détermination par la machine de groupes par rapport à un phénomène observé. Et alors ici, peut-être que la machine va déterminer qu'est-ce que c'est qu'une oreille de chat, qu'un chat c'est un petit nez mignon, une forme tout à fait caractéristique. Et donc à partir de là, la machine va pouvoir reconnaître un chat sans l'avoir jamais vu. Alors, maintenant on a d'autres choses qui sont en train d'arriver, c'est ce qu'on appelle les modèles génératifs. Alors les modèles génératifs, ma machine a appris
à reconnaître les caractéristiques qui fait qu'un chat est un chat. Et bien donc à partir de là, elle peut inventer un chat qui n'existe pas. Donc quand vous lisez dans la presse, une machine a fait un tableau de Van Gogh ou à la façon de Van Gogh, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a donné à un programme de deep learning tous les croquis, tous les tableaux de Van Gogh. Elle a fait du clustering, elle a identifié que Van Gogh, c'est certains types de petites touches, c'est certains types de couleurs, c'est certains types d'organisation du tableau, c'est une manière très caractéristique de dessiner et de peindre. Et à partir de là, elle va générer un tableau qui n'a jamais été fait avec des caractéristiques qui pourraient être du Van Gogh, mais qui n'en est évidemment pas. Alors une des premières entreprises qui a utilisé cette technique d'intelligence artificielle générative, c'est Ikea, qui a analysé des millions de photos de chambres à coucher et qui a imaginé l'architecture de chambres à coucher qui n'existait pas pour plaire aux consommateurs. Et donc aujourd'hui, non seulement on est dans des choses qui sont descriptives, mais on est au début d'une période où ces choses peuvent être inventives dans une certaine mesure. Un petit slide de synthèse, je n'ai pas réussi à le trouver en français, mais c'est vrai que voilà, vous avez ici donc le machine learning, hein, c'est vraiment l'apprentissage des machines. Plutôt avant 2010, l'apprentissage supervisé avec les deux grandes familles de modélisation mathématique, la régression, la classification. Et alors tous les noms bizarroïdes que vous voyez, c'est des modèles mathématiques, c'est des techniques mathématiques, des programmes. Alors on a des bibliothèques de programmes développés open source qui sont accessibles à tous ceux qui ont la compétence de les utiliser. Donc voilà, des réseaux bayésiens, des K-means, les réseaux de neurones dont j'ai essayé de vous expliquer l'explication. Et en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, voilà ce dont il s'agit. Alors l'impact pour nos organisations, il est systémique. Il n'y a pas un métier d'une organisation qui va échapper à l'intelligence artificielle. La relation client. D'ores et déjà, et ça fait longtemps, on est capable, dans les organisations les plus avancées, de prévoir l'infidélité du client, de prévoir l'appétence du client, c'est-à-dire son intérêt pour un produit ou un service, un canal. Alors, intéressant, vous voyez l'application évidente en commerce. Si je sais à l'avance, par un modèle prédictif, que telle catégorie de clients va me quitter à 85% de chance ou de risque l'année prochaine, eh bien moi, data analyst et décideur, je vais essayer d'imaginer une stratégie pour contrecarrer cette infidélité. A l'inverse, dans une perspective plus positive, si je sais que telle catégorie de clients a une forte probabilité d'être intéressé par tel nouveau produit, tel nouveau service ou tel ancien produit que je promeus, eh bien évidemment, je vais avoir plus de facilité à sélectionner cette cible-là. Mais ça peut être le cas dans la finance. Alors ça fait longtemps que la finance utilise des algorithmes prédictifs, pour notre malheur peut-être. Aujourd'hui, la quasi-totalité des ordres de bourse au niveau international ne sont pas gérés par des humains. Brognard et Lacrier, c'est fini. Ce sont des algorithmes aujourd'hui qui passent des ordres de bourse et qui décident l'arbitrage, achat ou vente d'un titre. Alors, je pense que pour vous, à la Martinique, un des enjeux qui est peut-être un enjeu de recherche, de travail académique, c'est sur le sujet opérationnel. C'est le fonctionnement opérationnel de vos entreprises au niveau de la production, au niveau du transport, au niveau de la logistique. Et là, il y a des choses très très fructueuses qui se font au niveau de la logistique. Une application chez un de mes clients qui est une coopérative agricole sucrière, betteravière. On a travaillé sur un modèle de deep learning assez simple, hein. C'était l'optimisation de la tournée de transport pour collecter les betteraves. Et donc l'impact du modèle, ça a été la diminution du coût du transport de 15%. Je ne sais pas si vous représentez sur un métier de logisticien, qu'est-ce que c'est que diminuer les prix du transport de 15%, et je ne parle pas de la négociation fournisseur, etc., à isopérimètre de véhicules, de chauffeurs, mais juste en modifiant les tournées en fonction de critères qui étaient le chauffeur, les routes observées, la météorologie, le camion utilisé, le silo cible, etc. De très très nombreux X, plus de 500 X, mais derrière, une énorme victoire managériale, 15% de diminution des coûts de transport. Et l'intuition que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, territoire éloigné avec des contraintes logistiques extrêmement dures, qui impliquent comment s'approvisionner, comment acheter,
comment stocker, comment produire, comment transporter à l'intérieur de l'île. Et là, je pense qu'il y a sans doute des sujets extrêmement fructueux pour votre territoire sur les sujets opérationnels. Côté beaucoup plus obscur, mais peut-être aussi intéressant, l'application de l'intelligence artificielle au management des ressources humaines. Prédiction à l'avance du recrutement des meilleurs talents. Prédiction à l'avance des cadres ou collaborateurs à potentiel. Prédiction à l'avance des départs probables de collaborateurs, avec les stratégies induites que vous pouvez imaginer. Je prévois un modèle prévoit le départ probable d'un collaborateur que j'ai envie de conserver. Peut-être que d'une manière préventive, je vais essayer de lui proposer un package RH qui va le fidéliser. À l'inverse, un collaborateur que je ne souhaite pas conserver a envie de partir. Quelle tristesse. Donc vous voyez que les champs d'application sont immenses. Alors derrière, tout un monde juridique à inventer. Je prends l'exemple de la voiture autonome. Imaginons une voiture autonome, vous êtes assis, et puis voilà, route de montagne. Et puis il y a une petite fille, là vous avez un virage en épingle à cheveux, une petite fille qui habite dans la maison tout près de la route, elle a 4 ans, elle traverse. Et la machine n'a pas la capacité de l'éviter. Et donc une décision va être prise par la machine. Est-ce que je tue la petite fille ou est-ce que je tue le conducteur que j'envoie dans le ravin? Que décidons-nous? Qui faut-il tuer dans ce cas-là? Et puis ensuite, qui est responsable de la mort d'un des deux? Le conducteur passif? Le constructeur automobile? L'éditeur de l'intelligence artificielle? On ne sait pas du tout. Régulation aussi sur le droit de nos données personnelles. Alors on a un séisme juridique qui doit vous perturber tous, comme tout chef d'entreprise, qui est le règlement général sur la protection des données, qui remet à zéro notre bonne vieille loi informatique et liberté, et crée à nous tous, chefs d'entreprise, des obligations nouvelles et très difficiles. Et j'imagine que vous êtes très perturbés par ce sujet, bien évidemment, parce que derrière, on a un champ d'obligations nouveau, très fort, par la réglementation européenne. Alors en conclusion, moi j'aimerais vous donner mon avis personnel, donc discutable, sur cette révolution de l'intelligence artificielle. Je pense que nous sommes extrêmement loin d'une intelligence artificielle type Skynet qui va détruire l'humanité à l'insu de notre plein gré, comme dirait un grand philosophe varois, cycliste au demeurant. On en est loin parce qu'aujourd'hui on est dans des programmes informatiques sophistiqués qui utilisent de vieux modèles mathématiques et par contre avec une capacité de traitement extraordinaire, et donc on est capable sur pratiquement tous les champs de la vie humaine et de la vie d'une entreprise de faire des prévisions à des coûts, à des conditions d'accès économique possibles pour toutes les entreprises. Ce qui rend possible ça aussi, c'est le cloud. Aujourd'hui, les 2 leaders mondiaux du cloud, qui sont Amazon Web Services, le leader mondial du cloud computing, et Microsoft Azure, le numéro 2 mondial de cette activité, sont en train de proposer à des tarifs exceptionnels, à la fois des technologies de stockage, de traitement, et des briques préfabriquées d'intelligence artificielle disponibles comme des services, à des prix imbattables. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de difficultés financières a priori pour investir ou utiliser ces technologies. Alors évidemment, plein de sujets de compétences, et ça c'est peut-être la principale difficulté. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on est à l'aube d'un changement majeur dans le management des organisations. Mais un changement positif, qui est des atouts mis à notre disposition pour mieux décider, pour mieux agir. Avec, in fine, le choix de la décision qui nous revient. Les outils vont nous aider en affectant des probabilités d'occurrence à tel événement, en nous disant, ben oui, effectivement, à 82%, cette personne va quitter l'entreprise, mais donc d'abord, il faut envisager le risque. Notre expérience va rester un atout extraordinaire, notre expérience humaine, notre sens commun, évidemment, qui va nous faire décider, en dépit de la probabilité, de conserver ou de nous séparer
d'un client ou d'un collaborateur. Et donc nous entrons dans l'ère de l'intelligence amplifiée. C'est-à-dire l'intelligence artificielle, j'aimerais mieux que vous... En fait, elle n'est pas si intelligente que ça. Par contre, elle nous donne des outils nouveaux d'aide à la décision qui vont nous permettre de mieux faire notre travail. Derrière, c'est un véritable changement de paradigme dans la manière de faire de la stratégie, et il est très positif potentiellement pour un territoire et pour des organisations du territoire martinique. L'ancien paradigme de la stratégie qui a été matérialisé, conceptualisé par un professeur de Harvard en 1985 qui s'appelle Michael Porter, c'est le paradigme de l'avantage concurrentiel. Fort contre faible, avec l'idée que je vais gagner la stratégie en prenant un avantage compétitif. Différenciation, domination par les coûts. Donc là, je viens de vous faire un cours de stratégie du XXe siècle express. Et un paradigme de la stratégie par la puissance. Alors, sauf exception, sur les territoires antillais français, on n'a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent jouer en puissance, mais certaines d'entre elles quand même, dont certaines très connues en Martinique. En revanche, vous avez des atouts, c'est d'entrer, nous entrons dans un monde où le paradigme, c'est un paradigme de l'agilité. Et cette agilité, le sujet, c'est la rapidité contre la lenteur. Pour le coup, les groupes les plus importants ne sont pas forcément les plus prêts à relever ce défi de l'agilité, de la rapidité. Et les données doivent nous aider à mieux comprendre pour décider plus vite et agir plus vite. C'est vraiment l'idée de l'amplification de l'intelligence. Alors j'aimerais finir, comme le professeur que je suis, et vous n'en serez pas surpris, en vous disant que je pense que l'enjeu pour beaucoup d'entre vous, c'est un enjeu capital de formation. J'espère avoir été audible et compréhensible. Vous êtes les premiers avec lesquels je fais une tentative sur les régressions, les classifications et les modèles prédictifs. Donc je me suis lancé avec courage et j'espère que ça vous a aidé à comprendre. Mais aujourd'hui, au-delà de ça, je crois qu'il faut vraiment renforcer vos compétences. Notamment, moi j'aimerais vraiment, au-delà de ce que nous réalisons à HEC sur les cycles dirigeants, où on vous accompagne pour développer vos compétences dans tout le solfège du management et de la gestion, la finance, la stratégie, le management des RH, etc. Mais il faut rajouter un étage, une couche à la fusée, qui est vraiment l'expertise à acquérir, et en tout cas la compréhension conceptuelle sur ces sujets qu'on va appeler numériques, mais qui touchent beaucoup, beaucoup au sujet des données. Sachez que nous avons réalisé, c'était un pilote que j'ai eu l'honneur et le plaisir de réaliser cette semaine. On vient de créer un module HEC Marketing Digital où on aborde et on développe les sujets des stratégies digitales des organisations appliquées à des PME, PMI et des groupes. Et les évaluations des participants montrent que nous sommes dans la bonne voie, qu'on a trouvé un contenu sans doute satisfaisant et adapté au type d'entreprise du territoire. Nous avons évidemment envie de poursuivre dans cette voie. Donc j'aimerais d'ailleurs vous présenter Richard, si vous êtes intéressé par ces formations, qui est notre représentant et qui d'ailleurs est un enseignant local en sciences de gestion, en classe préparatoire et en DUT, c'est ça Richard, BTS. Et donc qui est un local de l'étape, donc vous pourrez tout à fait échanger avec lui. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc je vous remercie vivement de votre attention et je suis à votre disposition pour toute remarque ou question que vous souhaiteriez me poser. Merci à vous. Je suppose que beaucoup de questions vont fuser. Ou alors je les ai mis au tapis. Peut-être avec les courbes de régression. On ne sait jamais. Bon, j'espère en tout cas que je n'ai pas été trop abscon, trop difficile à comprendre. Oui, bonsoir. 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 Et donc vous nous avez décrit un domaine complètement fascinant là, mais est-ce que dans... Enfin moi il y a quelque chose qui me manque quand même, c'est la finalité. Est-ce qu'il n'y a pas
Enfin, tout ça, ça va nous aider à mieux décider, à prendre des meilleures décisions, mais au bénéfice de qui et de quoi? Mais là, on entre dans des choses forcément un petit peu philosophiques. Alors d'abord, la finalité, c'est la finalité des organisations au service desquelles vous utilisez ces technologies. Si je l'utilise au bénéfice d'un État ou d'une collectivité territoriale, c'est évidemment le service aux citoyens et le bien-être des citoyens, si ce sont les buts stratégiques de l'organisation. Si c'est au service d'une entreprise, j'ai envie de dire que ceci dépend des ambitions, de la vision et des valeurs de l'organisation. C'est-à-dire qu'en fait, désolé messieurs et mesdames les dirigeants, mais nous restons aux commandes. Et c'est à nous, au niveau d'exécution qui sont les nôtres, et ceci inclut pour moi la sphère publique. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, je ne sais pas si vous êtes un chef d'entreprise ou un manager d'une organisation, bah déjà, c'est pas l'intelligence artificielle qui va vous donner, qui va déterminer le voyage que vous avez envie de mener. Par contre, peut-être elle va vous aider à éviter les accidents dans ce voyage, ou peut-être qu'elle va optimiser votre trajet. Et en fait, ceci ne sont que des technologies. Donc les technologies sont amorales, au sens où elles n'ont ni éthique, elles ne sont en elles-mêmes ni négatives ni positives. Ce sont aux décideurs de décider quelles sont ces finalités. J'aimerais témoigner, et ceci est effrayant, depuis que je collabore pour la gendarmerie nationale, et moi ce sont les événements terroristes qui m'ont amené à rejoindre cette aventure, parce que je ressens une utilité sociale à le faire, mais j'ai découvert le talent très grand des forces plus obscures de notre société sur ces sujets-là. Et sachez que sur les darknets, dans les recoins dangereux de réseaux cryptés, ces fameux darknets, les pirates, les mafias, les terroristes ont des niveaux très très élevés là-dessus. Donc ces technos sont appliqués à des finalités qu'on leur fixe. Moi je pense qu'il y a un vrai sujet, je le dis devant le président, il y a des vrais sujets d'orientation politique des exécutifs à tous les niveaux. Exécutifs territoriaux comme sur votre territoire, mais aussi exécutifs nationaux. Et j'oserais même dire que l'Union européenne a peut-être une de ses dernières opportunités, selon moi, peut-être à saisir pour jouer ce jeu et tirer parti de toutes ces technologies. Et un dernier point dans cette réponse longue, c'est que nous, en plus, les Français, nous avons des atouts tout à fait singuliers dans ce match-là, qui sont les atouts de nos performances éducatives sur les meilleurs mathématiciens. Nous disposons en ce moment d'une génération magique de mathématiciens de classe mondiale. L'un d'entre eux, d'ailleurs, il est porteur au niveau gouvernemental d'un certain nombre d'études, c'est Cédric Villani, que vous connaissez peut-être par son look assez spectaculaire. Et Cédric, qui est professeur honoris causa d'HEC, est extrêmement impliqué aujourd'hui au niveau gouvernemental sur ces sujets-là. Ensuite, au-delà de toute idéologie, c'est évidemment pas le sujet, mais en tout cas, on saisit peut-être quelques messages gouvernementaux sur l'intérêt. Après, l'action, on verra in fine, c'est difficile de juger les paroles sans les actes. Mais je pense que aussi pour vous, dans votre territoire, c'est un enjeu absolument crucial. Et j'aimerais pour vous, les managers et les dirigeants, vous indiquer que lorsque vous réfléchissez à votre voyage, vous avez peut-être de nouveaux outils qui peuvent vous permettre de l'optimiser, mais qui ne vont pas décider à votre place, en aucun cas. Là, on serait en danger. Hein. Si c'est les machines qui décident de votre stratégie, on serait en danger. Mais elles ne peuvent pas le faire. Bonsoir. Bonsoir. Merci, M. Casal, pour cette présentation très, très claire et très intéressante. Merci. Il y a un point sur lequel je souhaiterais revenir, peut-être concernant le biais apporté par le choix des éléments, des photos qui permettent donc de créer la modélisation. Il me semble que ça peut être un enjeu justement au niveau des sociétés ou des organismes qui peuvent par la suite mettre en place des systèmes qui vont pénaliser ou discriminer certaines catégories de personnes. Alors, d'ailleurs, c'est une remarque, question tout à fait pertinente. Et d'ailleurs, le règlement général sur la protection des données est assez clair là-dessus, puisque en fait, dans la complexité de ce nouveau règlement européen, qui est très européen par sa non-simplicité, mais un des points clés, c'est la transparence des traitements sur les données personnelles. Et d'ailleurs,
c'est un sujet où on se tire plutôt une balle dans le pied par rapport à nos amis américains et chinois qui ont moins de scrupules dans l'utilisation open bar, si je peux m'exprimer ainsi, des données. Nous, mais moi je pense que c'est éthiquement une bonne orientation. Le choix qui a été fait au niveau réglementaire par l'Europe, par l'Union européenne, c'est d'aller dans un sens de la maîtrise, de la protection, de la sécurité des données des individus et de la transparence sur les traitements algorithmiques. En d'autres termes, lorsque vous allez laisser vos données à un opérateur dans l'Union européenne, il faudra que vous sachiez d'une manière positive qu'est-ce qui va être fait avec ces données, et vous ne donnerez l'autorisation de traitement que pour un traitement donné. En d'autres termes, si vous transmettez vos données personnelles pour un traitement, on n'a pas le droit de faire un autre traitement sans votre autorisation. Ce qui à la fois est très protecteur du droit des individus, mais qui à la fois, peut-être, pourrait se discuter dans une optique de compétition mondiale. Et vous voyez que vous revenez toujours sur un sujet que vous avez immédiatement senti, tous peut-être, qui est les enjeux politiques au sens le plus noble du terme, qui est la gestion de la vie de la cité avec ces nouvelles technologies extraordinaires, mais qui ne doivent pas être opaques, et qui se font sur une planète très compétitive. En tout cas, le RGPD, Règlement général sur la protection des données, traite ce sujet de la transparence des traitements des données. Bonsoir, merci de cette conférence hyper claire. J'ai juste confirmé effectivement pour l'Open Data en Martinique. Quand j'ai essayé, j'ai juste eu la liste des accidents de voiture par la gendarmerie. Et moi aussi, j'ai été déçu, et je pense que... Parce que je voulais vous montrer des choses Open Data locales, et je n'en ai pas trouvé beaucoup. Et là, franchement, enfin, je ne m'adresse pas sans doute aux bonnes cibles, mais s'il y a un message à passer auprès de vos décideurs, les dirigeants des entreprises publiques ou à caractère public local, je pense qu'il y aurait un véritable intérêt collectif à entrer dans la mouvance de l'open data pour que des services spécifiques puissent être développés par de nombreuses startups que j'ai découvertes sur votre territoire, très talentueuses, et qui sauraient en faire très bon usage. Je n'ai pas su quoi en faire, je n'ai pas eu assez d'imagination. Ma question en fait concerne la valeur financière de ces données en fait, parce que c'est des données qui ont un coût, enfin, qui ont un potentiel extraordinaire en fait. Et je me pose la question de l'émergence ou pas de mouvements en fait qui consisteraient à faire payer aux GAFA et autres entreprises en fait ces données à leur juste valeur. Je prends juste un exemple simple, plutôt franco-français, qui est l'exemple du compteur magique qui remonte les données là en fait. Il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre en fait. Linky, vous voulez dire, de voilà. EDF, c'est ça? Pourquoi, enfin, installe ton compteur Linky, mais tu me payes la donnée quoi. Enfin, est-ce qu'il y a des mouvements mondiaux en fait comme ça où les gens ont envie de vendre leurs données plutôt que de les offrir en général? Peut-être qu'il faudrait qu'ils commencent par payer leurs impôts sur les sociétés, ce qui est déjà juste un problème colossal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à cause de notre incurie, et je reviens aussi à l'incurie politique de l'Union européenne, nous mettons dans les conditions de ne pas récupérer déjà juste ce qu'ils doivent à la société, qui est l'impôt sur les sociétés. Juste quand même pour qu'on voit les enjeux de ça. Donc on n'a pas encore l'exercice fiscal Apple 2017, mais voilà. Ah ben alors ils ont beaucoup diminué parce qu'ils avaient 45 milliards de profits en 2016, net avant impôt. Et c'est vrai que le iPhone 10 s'est pas très bien passé, donc il est possible que... On parle du semestre. Ah, du semestre, voilà. Oui, parce que 20 milliards, voilà. Mais le résultat net avant impôt de Apple en 2016, c'était 45 milliards. Le taux moyen d'IS, USA compris, était de 8% d'IS. Moi, je suis prêt, comme chef d'entreprise, à payer 8% sur 45 milliards. Sur 45 milliards. Et d'ailleurs, la politique fiscale aujourd'hui du président Trump est tellement attractive aujourd'hui qu'il y a un véritable intérêt à rapatrier d'ailleurs un certain nombre de revenus extra-américains. Donc déjà, il y a un premier sujet par rapport au GAFA qui est juste un sujet social sur la fiscalité élémentaire, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés. Et après, le sujet, c'est la qualité de leurs services. On va faire un petit test. Qui utilise Waze ou un outil Google comme GPS? Bon. C'est gratuit. Alors maintenant, moi, je vous fais un pari.
c'est que si Waze vous dit, bon ben cher ami martiniquais, maintenant c'est 5 € par mois, eh bien, beaucoup d'entre nous, on va arrêter d'utiliser le service. En fait, l'expérience utilisateur, la qualité des services qu'ils nous offrent gratuitement est telle que finalement nous leur donnons les données, mais qu'ils arrivent à bien valoriser. Puisque Google, l'année dernière, a fait 20 milliards de profit net avant impôt, tout trimestre confondu. Comme nous sommes, on fait 5 milliards et demi de recherches par jour, on a 4 milliards d'humains, enfin vous faites les divisions, vous savez combien on leur donne et vous savez quelle est la valeur de nos données. Donc aujourd'hui c'est un donnant-donnant. Le donnant-donnant, c'est je mets à ta disposition Waze gratuitement, pourtant c'est un super service, c'est de l'intelligence artificielle extrêmement sophistiquée, mais c'est gratuit. Si nous faisaient payer les services, on ne les achèterait pas. Hein. Donc en fait, on a cette espèce d'équation assez singulière. Par leur capacité à développer des services humains, citoyens absolument extraordinaires, ben on leur donne nos données. Et Google, aujourd'hui, un des champs où il travaille le plus, c'est le domaine de la santé humaine. Si demain, Google il nous dit donne-moi ton génome et puis je te dirai si tu as un cancer, on va lui donner nos données humaines. Je le crains. Et c'est pas impossible. Bonsoir. Bonsoir. Je démarre une entreprise là actuellement et je suis partenaire d'un groupe qui fait de l'IA ici en Martinique. Donc ça fonctionne, on l'a déjà utilisé dans le milieu médicinal, au CHU de la Ménard. Et donc on a beaucoup d'infos, enfin on sait traiter ça quand on a beaucoup d'infos, on parlait du flux d'informations. Mais dans le monde économique aujourd'hui, notre tissu économique est basé sur beaucoup d'entreprises, très petites entreprises. Les grandes entreprises aujourd'hui sont sur le doigt d'une main ou deux, pas grand-chose. Pour traiter de l'IA aujourd'hui sur le tissu économique local, quand on a une TPE, le flux de données unipersonnel ou de personnes dans une entreprise, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Ouais. Donc, je posais la problématique du nombre, du flux de données à intégrer dans les systèmes, quoi. Alors, un, vous avez raison, mais deux, j'aimerais vraiment attirer votre attention, mais collectivement sur un point, c'est que cette petite TPE, déjà, elle pourrait faire des traitements qu'elle n'imagine pas, qui sont des traitements que j'estime simples. Je vous donne des exemples moi, que j'ai vus cette semaine, hein. Analyser des tableaux Excel de vente, de livraison, etc., avec des choses dont je vous ai fait la démonstration, des outils natifs, accessibles à tout le monde. Et moi, je pense que déjà, il y aurait une... En fait, je pense que le point de départ, l'IA... Et le point de départ, c'est déjà avoir une culture de la donnée, une culture du traitement de la donnée, et pas 2018. Moi je le dis sans provocation particulière, mais je pense qu'il y a une culture générale statistique et même informatique qui est très basse. Et déjà, je pense que si on commençait par utiliser simplement les données dont on dispose avec des outils que tout le monde a, on pourrait faire des choses extraordinaires. Je donnais l'exemple de Excel là, sur ma petite démo. Sur Excel, aujourd'hui, vous avez un tableau commercial, vous pouvez faire des analyses statistiques de très très haut niveau et qui sont accessibles à un boulanger, à un salon de coiffure, à n'importe qui, si tant est qu'on ait envie de le faire. Et je pense qu'il y a un peu de paresse, peut-être un peu de paresse intellectuelle, ou peut-être aussi de la méconnaissance de la valeur qui peut être créée. Moi, je pense on en revient à l'importance de l'éducation. Moi, je pense que sur les sujets des données, il y a des sujets de formation assez élémentaires qui constituent pour moi des enjeux, un enjeu territorial absolument capital. Mais sur votre diagnostic, vous avez raison. Le deuxième point, peut-être, et ça, moi, en ce moment, je fais des missions pour des coopératives agricoles en France, il y a des sujets de mutualisation de la donnée. C'est-à-dire que peut-être les entreprises toutes seules n'ont pas beaucoup de données, mais je pense qu'il y aurait vraiment peut-être des sujets de réflexion collective pour créer des lacs de données sur le territoire, sur lesquels on pourrait faire des traitements qui bénéficieraient à tous. Donc là, toujours, je pense qu'il y a peut-être une réflexion collective sur ce sujet-là pour tirer profit de la nécessaire masse de données qu'il faut avoir pour faire ces traitements-là. Il y a beaucoup de politique sur ces sujets-là, c'est un sujet très très politique. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez parlé donc des nouvelles technologies, donc toujours plus vite, toujours plus de données.
Vous avez évoqué l'Arctique et donc j'aimerais bien savoir s'il y a en même temps un développement de technologies qui consomment moins d'énergie et qui sont plus respectueuses de l'environnement. C'est vraiment un problème capital parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la causalité de la destruction de la couche d'ozone sur la planète, la cause numéro 1, elle est liée aux pays en voie de développement. C'est les ruminants qui expulsent du méthane, les vaches et les bisons des pays en voie de développement. Alors c'est difficile quand on est dans les COP 21, 23, etc., d'expliquer à des pays très très pauvres que leurs vaches ou leurs bisons détruisent de la couche d'ozone. Et la deuxième cause, c'est les serveurs informatiques, loin devant l'automobile, loin devant l'aviation, loin devant tous les autres modes de transport. Et aujourd'hui, je pense qu'un des enjeux aujourd'hui, c'est la maîtrise énergétique mais on a moins de progrès sur l'optimisation énergétique que sur le traitement informatique. Et pour moi, c'est un sujet absolument capital. Mais qu'il n'y a pas forcément de grandes solutions aujourd'hui. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, une des seules solutions que trouvent les GAFA, c'est d'aller sur les pôles pour refroidir les data centers, ce qui est une solution quand même peu technologique. Donc vous avez raison, vous soulignez un point qui est très important. Bon, mais je pense que je vous ai assommé pour les soirées. Donc vraiment, je vous remercie d'être venus aussi nombreux à cette conférence. J'espère qu'elle aura contribué à votre réflexion. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci. C'est nous qui vous remercions encore une fois. Je crois qu'il mérite des applaudissements, n'est-ce pas ?